déposé par la quasi-totalité de l'armée. Il faut le rappeler. Je me tourne vers vous, Charlie Kenyé, vous qui êtes un spécialiste de ces questions-là. Pourquoi maintenant on a beaucoup, en tout cas la galaxie panafricaine, a appelé de tous ses voeux ce renversement de Mohamed Bazoum sans pour autant faire une apologie aveugle de ces coups d'État-là. Pourquoi maintenant, Charlie Kenyé? Il faut déjà dire que pourquoi maintenant? Il faut rappeler que nous sommes là dans la suite d'une situation de ras-le-bol des populations africaines du fait de l'échec d'un certain nombre de politiques publiques et de politiques de défense qui, depuis pratiquement 15 ans, 20 ans, ont été expérimentées du côté d'Afrique de l'Ouest, principalement dans les pays qui ont en commun la bande sahélo-sahélienne. À côté de ça également, il faut ajouter le sentiment nationaliste, pour ne pas dire souverainiste, qui se veut grandissant aujourd'hui à l'intérieur de la jeunesse africaine et panafricaine, qui de plus en plus se veut être regardant dans la gestion de la chose publique dans nos différents États. Et quand vous mettez les deux ensemble, vous comprenez très bien que la plupart des acteurs ou alors des hommes politiques à la tête de ces différents pays, pendant bien des années, principalement ceux aujourd'hui qui sont en train d'être mis à la retraite, pendant bien des années, ont passé le temps à travailler contre les intérêts de leur peuple. Parce que si vous prenez le cas du Niger dont nous parlons en ce moment, il faut dire très clairement que, et là, ce n'est pas Charlie Kenyé qui le dit, mais c'est le commandant de la garde présidentielle, aujourd'hui président de la transition, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à savoir le général de brigade Omar Tiani, qui rappelle très clairement le jeu trouble du président Mohamed Bazoum dans le processus de stabilité et de sécurité de son pays. Vous avez suivi son communiqué. Il dit à suffire comment le chef d'état-major se plaisait à faire des libérations extrajudiciaires de terroristes, simplement sur des allégations qu'il s'agissait de ses alliés. Écoutez bien, de ses alliés. C'est-à-dire que vous avez un chef d'état qui se plaît à libérer des personnes qui ont passé des années à tuer des populations civiles, à tuer les éléments des forces de défense et de sécurité dont il est le garant, parce que rappelons que la constitution nigérienne consacre le président de la République comme étant le commandant en chef des forces armées. Et donc, les mêmes gens qui ont passé le temps à tuer vos éléments sur le terrain, à tuer vos populations, lorsqu'ils sont arrêtés par cette armée-là, vous demandez à ce que ces personnes soient libérées. Il parle bien de libération extrajudiciaire. Mais nous avons des éléments quand même aujourd'hui assez convaincants qui démontrent à suffire que, et ça c'est triste de le dire mais c'est la réalité, que l'ancien président Mohamed Bazoum fonctionnait comme un terroriste dans son pays. Terroriste à tout point de vue. Non seulement de par la complicité et la familiarité qu'il avait avec certaines organisations terroristes, on l'a vu sur des médias étrangers, où il disait clairement qu'il avait le numéro d'un ensemble de leaders de formation et d'organisations terroristes présentes dans la bande sahélo-sahélienne. C'est le président qui le disait, c'est pas Charlie Kenyé. Sur un média français, il disait clairement qu'il a le numéro des brigands, des terroristes qui sévissent dans la bande sahélo-sahélienne. Et pourtant, son armée est engagée au front, son armée meurt pour justement combattre ces mêmes terroristes. Sa population meurt victime justement des exactions de ces terroristes-là. Mais le président se félicite d'avoir le numéro de ces brigands. Et quand vous allez plus loin, et là encore, je convoque le communiqué du commandant de la garde présidentielle, le général de brigade Omar Tiani. Il rappelle à suffit que, à maintes reprises dans ses sorties, le président n'a fait que fustiger les prouesses et le professionnalisme de son armée sur le terrain. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez manquer de respect à ceux et celles qui risquent leur vie au quotidien pour non seulement protéger et sauvegarder les institutions de la République dont vous êtes le garant, mais mieux encore, de défendre les populations dont vous êtes également le garant? Vous expliquez ça comment? Pour revenir sur ce ras-le-bol, Charlie Kenyé, l'armée en avait marre de se faire insulter? Mais le général le dit clairement dans son communiqué. Il dit que à chaque fois, le président, dans son discours, a démontré à quel point l'armée n'était pas professionnelle. Vous ne pouvez pas être chef d'un pays, commandant en chef de cette armée. Vous êtes le premier à envoyer votre armée, je veux dire quoi, à la vindicte populaire. Oui. Mais c'est de ça dont il s'agit. Et ce qui fait mal, c'est que dans ce terrorisme
qui n'est pas seulement sécuritaire, parce que non seulement il n'a pas pu apporter les solutions idoines aux problèmes d'insécurité que vivent le Niger, malgré, et ça c'est là où cela blesse, malgré justement la facilitation qu'il a apporté à un certain nombre de forces armées étrangères de venir s'installer sur le territoire nigérien. On sait très bien aujourd'hui que, et je crois que peut-être on en reparlera, le Niger aujourd'hui est une base arrière militaire pour l'OTAN. On sait que la France a 1500 hommes, l'Allemagne en a pratiquement 500, l'Espagne ou l'Italie en a 300 ou 400, mais c'est tout l'Occident qui est représenté aujourd'hui sur le territoire nigérien. Pour quel bilan? Zéro. Les populations meurent. On se souvient des attaques d'Inates, on se souvient des attaques de Chinegado. Même les Américains, voilà un pays qui a pratiquement 4 ou 5 bases militaires, 4 bases militaires françaises, 5 bases militaires américaines, donc chacune des bases dispose en leur 2 drones, donc pratiquement 4 drones qui quadrillent en permanence l'espace aérien de la bande sahélo-sahélienne, mais qui n'ont jamais vu une attaque des terroristes contre les populations civiles ou contre les positions de l'armée à l'intérieur du territoire. Vous expliquez ça comment? Comment Chinagodra? Merci. Ça démontre à suffit le lien incestueux qui existait entre Mohamed Bazoum et l'ensemble de ces forces étrangères qui en réalité ne venaient que consolider le pouvoir de M. Mohamed Bazoum. Ça veut dire que ce monsieur en réalité a dossier sa souveraineté, non pas sur la légitimité de son peuple, mais sur une certaine crédibilisation qui lui proviendrait d'un certain nombre de puissances étrangères. Donc ça c'est du terrorisme. Mais ce terrorisme n'est pas seulement sécurité, voilà pourquoi je le dis, il est même également économique. Mais la pauvreté dans laquelle baigne le peuple nigérien, comment est-ce que vous expliquez qu'un pays, tenez-vous tranquille, le Niger a une production d'uranium de 7000 tonnes par an. Selon les analystes, pour électrifier tout le Niger, il faut à peu près quelque chose comme 1000 tonnes, pardon, 100 tonnes. C'est-à-dire qu'avec 100 tonnes d'uranium, il est possible d'électrifier tout le Niger. Et pourtant, vous avez des entreprises, une entreprise, parce que quand on dit des entreprises, c'est comme s'il y avait la concurrence de ce côté-là. Non, vous avez une entreprise, Orano, anciennement Areva, qui a le monopole de l'exploitation de l'uranium de ce pays-là, qui aujourd'hui exporte l'uranium depuis le Niger vers la France. Rappelons très clairement que aujourd'hui la plupart des centrales nucléaires qui permettent de donner l'électricité à la France, qui permettent à l'économie française de fonctionner, près de 70% des matières premières qui alimentent ces centrales-là proviennent du Niger. À combien est-ce que le Niger, ou alors à combien est-ce que ces entreprises françaises là, payent le kilogramme d'uranium au Niger? À 27 000 francs. Comparativement à des pays, par exemple, comme le Kazakhstan où ils sont installés, ou même encore comme le Canada, sauf que dans ces pays, il y a la concurrence parce qu'ils ne sont pas seuls. Oui. Il y a d'autres acteurs, ou alors il y a d'autres opérateurs de ce domaine-là. Mais dans ces pays-là, le Kazakhstan ou encore le Canada, ils payent le kilogramme d'uranium à 131 000 francs. Et au Niger, ils le payent à 27 000 francs. Ce qui blesse, c'est qu'au Niger, ils ont non seulement le monopole, parce qu'il n'y a pas de concurrents, mais les redevances qu'ils versent au pays sont de 5,5% dans le cas du Niger. Alors qu'au Kazakhstan ou encore au Canada, dans le cas du Kazakhstan, ils versent entre 18,5 et 20% de redevances au pays. Au Canada, ils versent entre 10 à 12% de redevances dans ce pays-là, mais au Niger, ils ne versent que 5,5% malgré le monopole qu'ils ont sur le pays et les exonérations fiscales et douanières et les taxes dont ils bénéficient dans ce pays-là. C'est de l'arnaque. C'est de l'escroquerie. Et on vous dit que le Niger est le pays le plus pauvre du monde, l'un des pays les plus pauvres du monde. Vous expliquez ça comment? Et le président, ça ne le dérange pas. Il avait tout un gouvernement qui n'était pas inquiété par cette situation. Je ne veux même pas parler des catastrophes écologiques, parce que quand vous voyez comment l'entreprise Orano déverse des milliers de tonnes de déchets toxiques à l'air libre, radioactifs, qui justement entraînent des milliers de villages qui sont contaminés de ce côté-là. La majorité des populations dans ces villages-là souffrent de maladies cancérigènes. Personne n'en parle. Les autorités même ne sont pas préoccupées par ça. Les marmites sont radioactives parce que la matière première qui les permet justement de fabriquer ces marmites-là, ils les prennent sur place. Or, l'espace, l'environnement est contaminé. Le sol est radioactif, l'environnement est contaminé, mais ça ne dérange personne. Mais c'est du terrorisme. Et voilà un gouvernement qui était installé et qui disait défendre les intérêts du peuple nigérien. Comment dans de pareilles conditions, l'armée ne devait pas assumer ses responsabilités? Parce que également, il faut le dire, ceux qui veulent nous amener dans un discours de coup d'État, d'insurrection, de mutinerie et tout ce que vous voulez, principalement dans les médias mensonges, doivent nous excuser. Nous sommes là en face d'une révolution populaire. Et ça, il faut que les gens le savent. D'une révolution populaire. L'ordre constitutionnel est en train d'être rétabli dans ce pays-là. Parce que jusqu'en date,
indépendamment des pays comme la République centrafricaine, où aujourd'hui on est en train de voter une nouvelle constitution, ça veut dire que le peuple s'est assis pour se constituer, ou encore du Mali, où on a promulgué une nouvelle constitution, venait d'être promulguée, ça veut dire que le peuple malien s'est assis pour se constituer. Il n'y a pas un autre pays dans l'ancien précaré français où les peuples véritablement s'étaient assis pour se constituer. Jamais. Donc à partir de cet instant, on ne peut pas dire que ce qui nous sert aujourd'hui de papier, pour ne pas dire de torchon, et qu'on appelle constitution, qui en réalité sont des copies-collées ou alors des éléments qui nous ont été imposés par l'ancien maître colonial, on veut les traiter aujourd'hui de constitution, ou comme quoi, lorsqu'un chef d'État, entre guillemets, serait débarqué par le peuple, on nous parlerait de viol ou alors de trouble à l'ordre constitutionnel. C'est faux. La constitution ou alors l'ordre constitutionnel est en train d'être rétabli au Niger parce que le peuple est en train de reprendre sa souveraineté, le peuple est en train de reprendre sa liberté qui était confisquée par le passé entre les mains d'un groupe de brigands, d'une poignée de sorciers qui s'étaient érigés en maître de ce pays-là et qui depuis des années, sous le prisme de ce qu'ils appellent l'élection démocratique et libre qui n'existe nulle part, avec confisqué les richesses de ces pays-là, s'était arrangé justement à voler la souveraineté, la liberté et bien sûr le bonheur et le bien-être du peuple nigérien. Merci à vous, Charlie Kenyé, pour cette première intervention. Je me tourne à présent vers vous, Henri Diabaté Mandeng. On va en quelque sorte convoquer la mémoire. On va en quelque sorte convoquer la mémoire historique. Au début de cette prise de pouvoir par la garde présidentielle, on a beaucoup